Donc, bonjour à tous. Mon nom est Amélie Bertrand. Je suis chargée de projet à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire sur les faits saillants sur le bulletin de l'AVC de 2018. Donc, il fait partie des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Avant de vous présenter vos conférenciers, je vais passer en revue quelques informations techniques. Donc, simplement, vous assurer d'abord que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ça nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube. Vous envoyez aussi un certificat de participation et également un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions. C'est très important pour nous d'avoir votre rétroaction, bien sûr, pour nos futurs webinaires. Donc, tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation dans les haut-parleurs de votre ordinateur. Par contre, votre micro sera désactivé. Pour la période de questions à la fin du webinaire, vous avez la possibilité de nous les envoyer par écrit dans la section clavardage. Une fois que les conférenciers auront terminé leur présentation, je pourrai leur transférer vos questions. Enfin, vous pouvez déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Donc, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte de clavardage tout au long de la séance. Alors, allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui les faits saillants sur le bulletin de l'AVC 2018. Nos trois conférencières sont Francine Forget-Marin, Dr Laura Gioia et Annie Cinq-Mars. Elles n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer. Commençons tout d'abord avec notre première conférencière, soit Francine Forget-Marin. Elle est directrice aux affaires santé et recherche Québec à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Francine. Alors, bonjour, bienvenue au webinaire. Alors, hier, on a lancé notre bulletin l'AVC et les femmes et je dois dire qu'on a eu beaucoup de couverture médiatique pour ce lancement de bulletin-là. Alors, les présentations aujourd'hui, il y a le risque d'AVC chez les femmes et l'apparition des premiers symptômes d'AVC, les liens entre la fibrillation auriculaire et l'AVC chez les femmes, les défis relatifs à la réadaptation et au rétablissement et les réalités au quotidien. Voyez-vous les diapos? Alors, on commence à peine à voir les différences entre les genres et les sexes dans l'AVC. Alors, quand on pense au cœur, ça fait plusieurs années qu'on fait de la recherche sur les maladies du cœur, mais l'AVC, c'est assez récent et il y a encore beaucoup de recherches. Il faut continuer à faire la recherche, inclure les femmes dans les projets de recherche et aussi dans l'analyse des résultats. Alors, le risque d'AVC chez les femmes, toutes les 16 minutes au pays, un homme subit un AVC. Et la plupart des survivants peuvent compter sur une femme pour leur soutien. Toutes les 17 minutes, une femme subit un AVC. Qui est présent pour la soutenir? Parce que les femmes sont des aidantes naturelles et vont prendre soin de leurs proches quand quelqu'un a un AVC. Mais par contre, quand les femmes ont un AVC, ils peuvent moins compter sur le soutien dans la communauté. L'AVC va toucher les femmes à plusieurs périodes de leur vie. Alors, au niveau de la grossesse, par exemple, les femmes enceintes ont 3 fois plus de risques d'avoir un AVC que les femmes qui ne sont pas enceintes. Il y a des changements biologiques qui se produisent lors de la ménopause et ça augmente le risque d'AVC. Et celles qui prennent l'hormonothérapie substitutive ont un 30% supérieur de risque d'AVC. Et les femmes vivent à un âge plus avancé. Et l'âge moyen des femmes qui subissent un AVC, c'est 74 ans et les hommes, 70 ans. Et les femmes, quand ils sont à un âge avancé, ils ont d'autres facteurs de risque. Ils ont des limitations physiques, des limitations cognitives qui font qu'ils ont des séquelles plus graves d'AVC. Ici, on voit que le taux de mortalité est plus élevé chez les femmes. Alors, vous voyez en orange et en bleu. Alors, les femmes orange, les hommes en bleu. Alors, vous voyez qu'il y a 1/3 de plus de femmes qui décèdent d'un AVC que les hommes. Alors, tous les jours, 85 femmes au pays ont un AVC et 18 en meurent. Alors, les femmes sont plus fragiles à l'AVC que les hommes. Et dans une étude récente, comme je le mentionnais, le taux de mortalité est supérieur chez les femmes parce qu'elles ont un AVC à un âge plus avancé. Et vous allez voir un peu plus tard, on va parler de la fibrillation auriculaire parce que
Les fibrillations auriculaires, c'est un rythme cardiaque qui est irrégulier et le risque d'avoir la fibrillation auriculaire augmente avec l'âge. Donc, les femmes étant plus âgées, ils ont un risque de fibrillation auriculaire plus élevé et ça fait que les AVC sont plus importants et les séquelles sont plus graves. Alors, 2/3 des études cliniques ont porté sur les hommes. Dans les années passées, on a toujours pensé que ce qui s'appliquait chez les hommes s'appliquait également chez les femmes, mais les femmes et les hommes au niveau biologique sont différents et on s'est rendu compte avec le temps que les traitements, les diagnostics étaient différents chez les hommes et les femmes. Alors, il faut continuer à faire de la recherche sur les femmes pour justement améliorer les diagnostics, les traitements et aussi la réadaptation chez les femmes. Alors, juste pour vous montrer un exemple, c'est que 57% étaient des hommes qui participaient à des études cliniques contre 43% chez les femmes. Alors, je laisse la parole à notre neurologue. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre deuxième conférencière. Dr Laura Gioia est une neurologue avec comme expertise la neurologie vasculaire. Dr Gioia a fait sa formation en neurologie à l'Université de Montréal avec une formation supplémentaire de 2 ans en recherche sur les maladies neurovasculaires à l'Université de l'Alberta, où il a également obtenu une maîtrise en sciences, plus spécifiquement en médecine translationnelle. Elle est membre de l'équipe de neurologie vasculaire du CHUM à Montréal depuis 2015. Elle est active en recherche clinique pour les maladies neurovasculaires, ayant publié à date plus de 20 articles. Il me fait donc grand plaisir de lui passer la parole. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, puis merci beaucoup de l'invitation de présenter sur l'AVC aigu et la réadaptation en lien avec l'effet séant du bulletin d'AVC de 2018. Donc, pour commencer, c'est sûr que les problèmes reliés à l'AVC chez la femme en fait, ces problèmes sont multifactoriels lorsqu'on considère les aspects biologiques, sociaux et au niveau d'accès aux soins. Donc, à travers cette présentation, on va toucher à tous ces points. Commençons avec les aspects biologiques. Donc, c'est sûr que la physiologie féminine est différente. Puis, on a 3 périodes spécifiques dans lesquelles le risque d'AVC est augmenté, notamment lors de l'âge de procréer, la ménopause et au niveau de vieillissement. C'est sûr que tout ce qui concerne plus l'âge de procréer et la ménopause, évidemment, il y a des changements hormonaux endogènes qui font en sorte que ça peut prédisposer la femme à un état plus coagulant qui peut engendrer un risque d'un AVC. Puis surtout, en plus, il peut y avoir des changements hormonaux de façon exogène par prise de contraception hormonale lorsqu'on est à l'âge de procréer, ou bien l'hormonothérapie substitutive lorsqu'on est en ménopause pour contrecarrer un peu les effets de la ménopause. C'est sûr qu'en vieillissant, les risques cardiovasculaires standards, autant chez l'homme et la femme, deviennent de plus en plus prévalents, notamment l'hypertension, dyslipidémie, le diabète, mais c'est surtout en vieillissant. Lorsqu'on atteint un âge de 80, c'est sûr que le risque de fibrillation oculaire augmente davantage. Puis, étant donné que la femme a une espérance de vie plus longue que l'homme, c'est sûr qu'en nombre absolu, il y a beaucoup plus de femmes âgées qui sont à risque de faire de la fibrillation auriculaire et donc sont à risque de faire des AVC également. Notamment au niveau des problèmes sociaux, c'est sûr que ça dépend un peu de l'âge lorsqu'on fait notre AVC. C'est sûr que si on est plus jeune, ça a un impact sur notre vie familiale, puis aussi au niveau de notre domaine de travail, notre métier. Donc, c'est sûr que des problèmes post-AVC comme la douleur, des troubles d'humeur, d'adaptation, dépression, peut affecter le rôle d'une jeune mère ou une dame qui travaille dans le domaine de travail, ainsi qu'une fatigue peut contribuer à ces facteurs. Puis, lorsque ça a été mentionné plus tôt, c'est sûr qu'en vieillissant, de plus en plus de femmes se trouvent sans aidant naturel. Donc, c'est sûr qu'il y aura moins de soutien à domicile pour ces personnes. Et donc, elles sont plus susceptibles à vivre seules. Et s'ils ne sont pas capables de tourner à domicile à cause de leur déficit post-AVC, c'est sûr que ceci augmente le risque d'hébergement post-AVC.
Donc, puis on va toucher par rapport au mauvais diagnostic, puis l'accès aux soins dans les diapositives subséquentes. Donc, lorsqu'un patient se présente à l'hôpital avec un AVC, près de 75% de ces personnes ont un facteur de risque. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'est sûr que... excusez-moi, j'ai un problématique ici. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir toujours le risque d'hypertension artérielle, l'hypertension, diabète et la dyslipidémie, qui est autant prévalente chez l'homme et la femme. Pourtant, il y a plus de risque d'avoir un diabète chez l'homme que la femme. Puis, comme j'avais mentionné plus tôt, la fibrillation oculaire augmente en prévalence avec l'âge avancé. Donc c'est ça, les femmes ont tendance à être plus âgées lorsqu'ils font leur AVC, probablement dû à ce risque accru de fibrillation oculaire, en plus d'avoir d'autres comorbidités. Donc, on sait tous et toutes qu'un traitement rapide égale un meilleur pronostic. Il y a un terme qui est utilisé souvent en anglais, time is brain. Donc, le plus rapidement on peut agir pour traiter l'AVC, le meilleur est nos chances de minimiser ou même diminuer les handicaps, les séquelles subséquentes. Puis, il y a des données canadiennes assez récentes qui démontrent que les femmes ont tendance à moins rapidement accès au traitement d'AVC dans la phase aiguë et donc sont moins susceptibles de bénéficier des traitements de normes standards pour le traitement d'un AVC aigu. En fait, en plus de détails, en fait, il y a un sondage récent qui a été administré aux femmes et aux hommes et de façon surprenante, 36% des femmes ne reconnaissaient pas aucun signe d'un AVC aigu, notamment lorsqu'on utilise l'échelle VIT. Puis, il y avait seulement 8% des femmes qui reconnaissaient tous les signes d'AVC. Donc, évidemment, une méconnaissance des symptômes d'AVC va engendrer possiblement des délais dans la présentation à l'hôpital. Et donc, va retarder les traitements aigus pour traiter l'AVC aigu, notamment la thrombolyse intraveineuse et aussi la thrombectomie. Puis on sait que ces deux thérapies sont prouvées étant efficaces pour minimiser les séquelles post-AVC. De plus, plus de femmes que d'hommes semblent avoir un spécialiste en AVC qui ont un médecin responsable en soins primaires lorsqu'ils sont hospitalisés. Des raisons pour ceci n'est pas connu. Cependant, on peut penser que peut-être il y a un plus haut risque de mauvais diagnostic chez les femmes. C'est sûr que la migraine est une entité qui est plus fréquemment vue chez les femmes que les hommes, puis parfois la migraine peut se présenter avec un aura visuel, sensitif ou même moteur, et ceux-ci peuvent être similaires aux symptômes d'un AVC aigu. Donc évidemment, des fois, ça peut avoir un défi diagnostique par rapport à une femme qui se présente avec des symptômes neurologiques en même temps avec une céphalée. Donc, ça peut porter un peu de confusion diagnostique. Et de plus, il y a des recherches récentes qui démontrent que les femmes peuvent se présenter avec des symptômes légèrement plus atypiques de ce qui est attendu pour un AVC aigu. Puis, on va revenir sur des détails de ceci tantôt. Donc, comme nous avons mentionné, en fait, le pronostic chez la femme post-AVC est beaucoup plus sombre que l'homme pour plusieurs facteurs. Concernant les facteurs biologiques, c'est sûr que la fibrillation oculaire est associée avec des AVC qui sont de plus sévères et plus mortels. En plus, comme nous avons mentionné, il y a des complications sociales post-AVC chez les femmes. Donc, il y a des données qui suggèrent que les femmes sont plus sujettes à vivre seules après. En fait, ça, c'est avant l'AVC et même après l'AVC. Donc, si on considère le fait qu'ils vivent seuls avant l'AVC, c'est sûr qu'il n'y a personne pour témoigner le début des symptômes. Et quelqu'un qui est aphasique, hémiparésique, ne pourrait pas être dans une mesure d'appeler à l'aide ou même 911 avant de se présenter à l'hôpital.
Donc, on avait touché aussi le manque de reconnaissance des symptômes d'AVC aigu et aussi le fait que parfois, il peut y avoir d'autres conditions médicales qui peuvent mimer un AVC aigu, notamment chez la femme. Donc, il y a une référence à une étude de CIPA par Dr. Sheila Coutts de l'Université de Calgary, elle a tout récemment présenté ces données au Congrès international de l'AVC, qui a démontré qu'effectivement, lorsqu'on avait des symptômes dits atypiques ou douteux d'un AVC, surtout en présence d'étourdissement ou des symptômes sensitifs d'engourdissement ou de paresthésie, souvent, on disait que le risque d'avoir un AVC en lien avec ces symptômes est diminué. Cependant, l'étude de Sheila Coutts a démontré que, surtout chez la femme, il y avait quand même un taux d'AVC confirmé à la résonance magnétique malgré la présentation atypique des symptômes. Puis, ceci était davantage vu chez la femme beaucoup plus que chez l'homme. Donc, c'est sûr que la recherche sur les présentations, les délais de traitement, méconnaissance des symptômes et présentation atypique est à peine connue actuellement. On dirait que la recherche est encore dans son enfance et qui doit être poursuivie à cause des complications associées, notamment si on pose un mauvais diagnostic puis on empêche la personne d'avoir des traitements appropriés. Donc, c'est sûr que au niveau, on voit qu'il y a quand même un impact des AVC chez la femme qui est non négligeable. Lorsqu'on regarde des données récentes canadiennes de 2013 à 2015, on constate que si on divise les séjours à l'hôpital dans des niveaux de soins variés, nécessitant des soins actifs, on voit qu'il y a plus de femmes qui nécessitent des journées de soins actifs que d'hommes. Puis, après le séjour à l'hôpital, on voit que les femmes ont tendance à avoir des soins à domicile après les soins actifs par rapport aux hommes. On voit qu'il y a un peu plus d'augmentation de pourcentage pour les femmes. Puis, le fait le plus important, je dirais, c'est en fait le nombre de femmes qui sont hébergées, qui sont envoyées directement en établissement de soins de longue durée est le double chez la femme que chez l'homme. Ceci qui n'est pas négligeable. Donc, revenons à la grossesse. Comme Mme Marais a mentionné tout à l'heure, effectivement, le risque de subir un AVC lors de la grossesse est 3 fois par rapport au risque de base chez la femme. Mais c'est important de garder, de considérer en fait les termes absolus. Donc, oui, on parle de 3 fois plus, mais quand même, le nombre absolu sont quand même assez bas. On parle de 30 sur 100 000 femmes qui auront un AVC pendant la grossesse, comparativement à 10 femmes sur 100 000. Donc, ça représente à peu près 0,3% de la population versus 0,01%. Puis, en fait, le risque d'un AVC est 9 fois plus élevé lors de l'accouchement et 3 fois plus lors de la période postnatale. Puis ça, c'est un risque autant pour un risque AVC ischémique ainsi que hémorragique qui est probablement en lien avec les changements physiologiques dans la période péri- et postpartum. Notamment, nous connaissons que la prééclampsie, qui est une association spécifique à la grossesse, et le diabète de grossesse sont des facteurs de risque qui doublent le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire précoce chez ces femmes. Puis, on sait aussi que la première cause de décès maternel est l'hémorragie intracrânienne. Et la majorité de ces hémorragies sont provoquées par l'hypertension de la période de grossesse, ce qui est une autre condition reliée à la condition physique. Les changements physiologiques associés, notamment lors de la grossesse, qui peut être en lien avec un AVC, sont associés avec les changements de stase et de débit. En fait, le débit sanguin, c'est sûr que le débit sanguin augmente de beaucoup lorsque on est enceinte. Puis, évidemment, il peut y avoir un stase sanguine lors de la pression abdominale sur la veine cave, étant donné un fœtus au niveau de l'utérus. Puis, on peut avoir aussi
des changements au niveau de l'hypertension artérielle. Surtout dans la période péripartum et postpartum, c'est sûr que la physiologie féminine fait en sorte qu'on est en état de plus de procoagulation, puis ceci augmente le risque à la formation des thrombées. Et évidemment, il y a une laxité des tissus conjonctifs aussi qui peut avoir un effet sur les vaisseaux sanguins cérébraux. Donc, parlons un peu plus de la fibrillation auriculaire chez la femme et le lien avec l'AVC. Donc, malgré le fait qu'on sait que les hommes sont de 1,5 à 2 fois plus à risque de développer la fibrillation auriculaire que les femmes, le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes en termes d'absolu à cause de leur espérance de vie supérieure, la prévalence de la fibrillation, en fait, le pourcentage de patients atteints de la fibrillation auriculaire est beaucoup plus élevé chez les femmes. D'autant plus, on sait que la prévalence de l'AFA augmente avec l'âge. Donc, puis en fait, les pourcentages peuvent augmenter jusqu'à 25% de la présence de la fibrillation chez des personnes au-delà de 80 ans. Et donc, ça veut dire qu'en nombre absolu, il y a beaucoup plus de femmes qui sont atteintes de cette affectation que les hommes. Puis, il y a aussi des données qui suggèrent que les symptômes de la fibrillation auriculaire peuvent être plus importants chez les femmes que chez les hommes. Et donc, les femmes peuvent se présenter avec des palpitations, la dyspnée d'effort ou au repos, l'intolérance à l'effort, des étouffements, l'essoufflement, des malaises thoraciques, en sachant aussi qu'il se peut que la fibrillation auriculaire soit même asymptomatique. Donc, pourquoi c'est important de connaître cette entité? C'est parce que les AVC liés avec l'AFA ont tendance à être des AVC plus sévères, tels que démontré par l'AVC sur le scan cérébral illustré ici. Et donc, les taux d'incapacité post-AVC peuvent atteindre jusqu'à 60% lorsque c'est un AVC lié avec l'AFA. Et de plus, ces AVC ont tendance à être plus mortels avec des taux de décès aux alentours de 20%. Puis, c'est important de reconnaître cette entité parce que c'est une entité qu'on peut en fait traiter pour diminuer le risque de FA. Donc, on sait que les traitements par des anticoagulants sont très efficaces pour prévenir un AVC qui est lié à la fibrillation auriculaire avec une diminution de risque d'AVC de l'ordre de 67%. Cependant, même si on diagnostique l'AFA chez la femme, il y a des données qui suggèrent quand même que les femmes ont plus tendance à avoir des sous-dosages d'anticoagulants, donc à une efficacité possiblement moindre, et donc ça peut augmenter en fait le risque de faire un AVC. La cause de ça n'est pas connue. Ça peut être dû à une impression, une perception des médecins que les femmes, surtout les femmes âgées, peuvent être plus fragiles et donc plus à risque des effets secondaires, notamment des saignements. Puis, lorsqu'on regarde la proportion de femmes qui ont été recrutées dans des études sur les anticoagulants en lien avec une prévention d'AVC, on voit que les femmes, dans la grande majorité, sinon toutes les études, étaient sous-représentées. Donc, ce qui n'aide pas de rassurer l'équipe médicale par rapport à la sécurité et l'efficacité de ces anticoagulants chez la femme. Maintenant, on va parler un peu de la réadaptation puis les défis liés avec chez la femme. Donc, lorsqu'on regarde les admissions en réadaptation, il y a quand même la recherche qui a démontré que les femmes sont 60% moins susceptibles que les hommes de retrouver leur autonomie au quotidien. Et par conséquent, il y a une moins bonne qualité de vie. Puis, ceci est autant vrai pour les jeunes femmes que les femmes d'âge avancé. Donc, même les jeunes femmes qui établissent un AVC sont quand même désavantagées. Elles sont 2 à 3 fois plus susceptibles que les hommes de conserver des séquelles fonctionnelles importantes. Donc, lorsqu'on regarde
les personnes, en fait, le pourcentage de femmes qui sont admises en service de réadaptation, on voit que la proportion des femmes qui sont admises sont quand même légèrement à la baisse par rapport aux hommes. Donc, il y a moins de femmes qui bénéficient de l'adaptation par rapport aux hommes. Et en contrepartie, on voit qu'il y a quand même une augmentation des femmes qui sont hébergées après un AVC par rapport aux hommes. Puis ceci s'est reflété un peu dans les pourcentages. On voit qu'il y a quand même une légère diminution de la proportion de femmes qui sont admises en réadaptation par rapport aux hommes. Des raisons de ceci n'est pas connu pour l'instant. C'est sûr qu'à l'admission en réadaptation, les femmes ont tendance à être un peu plus âgées que les hommes. Donc, c'est sûr que ceci peut avoir un effet sur l'équité d'admissibilité en réadaptation et le potentiel de réadaptation post-AVC. Mais on voit que lorsqu'une patiente est admise en réadaptation, le temps de réadaptation, le séjour en réadaptation est similaire lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare les femmes avec les hommes. Puis, voici quelques données qui regarde un peu l'autonomie fonctionnelle de la mission en vérifiant l'échelle de FIM. Donc, c'est une échelle standardisée qui évalue le statut fonctionnel aux activités de la vie quotidienne. Puis, on voit au départ, lorsque un patient est un congé de l'unité de réadaptation en milieu hospitalier, on voit qu'à l'admission, ces femmes ont tendance à avoir un séquelle d'AVC un peu plus augmenté, reflété par, en fait, le plus haut les valeurs sont, le mieux sont les chances que cette personne va récupérer de leur déficit puis pourra retourner à domicile. Puis, lorsque les chiffres sont plus à la baisse, ceci signale que cette patiente a une atteinte d'autonomie importante qui a nécessité possiblement une réorientation au congé. Donc, on voit à l'admission en réadaptation, les femmes ont tendance à avoir une atteinte motrice plus sévère que les hommes. Puis, on voit au congé que c'est sûr qu'il y a des gains, mais quand même, les femmes ont tendance à avoir une atteinte motrice un peu plus importante que les hommes. Puis, la réalité après un AVC, à la longue, on voit que la prévalence des personnes ayant des conséquences d'un AVC dans la population générale est quand même plus augmentée chez les femmes que chez les hommes. C'est sûr qu'en termes de pourcentage, 0,2% versus 0,1% apparaît assez similaire, mais lorsqu'on regarde le nombre absolu, ça représente quand même au-delà de 20 000 personnes de plus qui sont atteintes avec des conséquences d'AVC chez la population féminine. Et donc, c'est sûr que cet AVC peut avoir des séquelles cognitives et physiques importantes à long terme. Donc, c'est quand même, ceci est une diapo qui est assez chargée, mais en fait, c'est juste pour refléter le point que, en fait, l'AVC chez la femme est quand même plus important, puis il peut avoir des séquelles multifactorielles plus importantes, reflété par le fait qu'il y a quand même une diminution de pourcentage de femmes qui retournent dans la communauté après avoir fait un AVC par rapport aux hommes. Puis, cette diminution le pourcentage de personnes qui retournent en communauté, en fait, est probablement reflété par l'augmentation du pourcentage des femmes qui sont admises en résidence pour personnes âgées. Donc, probablement en lien avec l'importance des séquelles post-AVC sur l'autonomie de la personne. Donc, pourquoi les femmes bénéficient moins de la réadaptation ou semblent avoir des séquelles plus importantes au congé de la réadaptation? Mais c'est sûr qu'avec une atteinte d'un AVC qui est possiblement plus sévère, c'est sûr qu'il y a des séquelles fonctionnelles importantes qui limitent les activités de la vie quotidienne. Et c'est sûr que ça peut avoir une restriction sur la participation à la réadaptation. Probablement, en plus,
il peut y avoir un risque marqué de dépression qui suit l'AVC, qui peut nuire à l'évaluation multidisciplinaire et aussi à la réadaptation. Puis, ceci engendre le fait que la qualité de vie de cette personne soit diminuée, puis moins de chances de retourner à domicile. Et donc, à cause de ça, c'est sûr que le risque est beaucoup plus élevé que demeure dans un état de santé de longue durée après leur AVC. Puis, c'est sûr que sur le plan social, c'est sûr que s'il y a la présence d'aidants naturels, c'est sûr qu'il peut y avoir une fatigue accrue associée à besoins nécessaires pour aider cette personne atteinte de l'AVC. Puis, il peut y avoir un risque accru de rupture conjugale. Puis, il peut y avoir de stress assez élevé pour les aidants naturels s'il y en a. Donc, c'est sûr, les raisons pour tout ça n'est pas connu pour le moment. Comme j'ai mentionné, la recherche dans l'AVC qui regarde les disparités entre l'homme et femmes et dans son enfance, il y a beaucoup de recherches qui doivent se faire, mais c'est sûr qu'on évoque les possibilités que ce soit l'âge avancé lors de l'AVC qui joue un rôle important. La sévérité en tant que telle, les séquelles, évidemment, va jouer un rôle. L'état fonctionnel pré-morbide et post-morbide suivant l'AVC. C'est ça, avec le vieillissement de la population, on peut avoir des maladies concomitantes qui nuisent à la réadaptation de la personne. Et comme ça a été mentionné, souvent ces personnes, surtout à l'âge avancé, auront un soutien social affaibli par rapport à des personnes plus jeunes. Puis ça se manifeste probablement par l'absence d'un aidant naturel qui sera là pour essayer de soutenir la personne à domicile. Puis possiblement le fait que la recherche n'est pas connue pour le moment, c'est pas impossible qu'il y a d'autres facteurs en cause qu'on n'a pas encore dépistés. Donc, c'est une autre étude qui démontre qu'après un AVC, les femmes ont plus tendance à avoir des incapacités. Puis aussi, ont plus tendance à être célibataires ou veuves. En fait, lorsqu'on regarde la phase aiguë, c'est sûr que le pourcentage de femmes qui subissent un AVC, qui sont mariées, lorsqu'ils subissent un AVC, sont moindres. Donc, le pourcentage de 22% par rapport à 74% des hommes. Ceci peut avoir évidemment un impact lorsque la personne sort de l'hôpital s'il n'y a pas d'aidant naturel avec elle. Et donc, sont 3,5 fois plus susceptibles d'être hébergées post-AVC. Puis ça, c'est une autre étude intéressante qui a suivi une cohorte prospective et a fait des suivis à 2 temps différents chez des jeunes personnes ayant fait un AVC. Puis lorsqu'ils ont comparé l'échelle de Rankin en 2009 à 2011 par rapport à un autre contrôle, un autre suivi de contrôle en 2014 et 2015, en fait, il y avait un pourcentage des personnes qui ont une détérioration par rapport à leur autonomie post-AVC de façon significative. Puis en fait, parmi les facteurs de risque, le sexe en tant que tel, le sexe féminin, était associé avec une détérioration de l'autonomie fonctionnelle de la patiente. Donc, c'est une donnée intéressante et quand même troublante. Puis, plus de recherche est nécessaire pour trouver les causes associées à tout ça. Donc, comme nous avons vu, en termes de réadaptation à l'établissement, c'est sûr qu'on sait qu'il y a plus de femmes qui vivent avec une incapacité importante suite à un AVC, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ces différences existent-elles? Est-ce qu'il existe des différences dans l'efficacité des traitements, des approches de réadaptation? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de recherches qui sont nécessaires pour essayer de démystifier ces disparités. Merci beaucoup, Dr. Joya. Maintenant, on est rendu à la dernière portion du webinaire aujourd'hui, mais non la moindre. Donc, le témoignage qui suivra sera fait par Annie 5 mars, survivante d'un AVC à l'âge de 28 ans, alors qu'elle était enceinte de 20 semaines. C'est avec grand plaisir que je lui passe la parole.
Bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait un AVC à l'âge de 28 ans. J'étais à ce moment-là enceinte de 20 semaines de grossesse. Je revenais tout simplement d'une marche et puis en rentrant chez moi, j'ai eu tout de suite de la difficulté à voir. J'ai perdu la vue. J'avais de la difficulté avec mon équilibre et à m'exprimer. J'ai essayé de me rendre jusqu'à la chambre de mon conjoint et j'essayais de lui dire que j'avais quelque chose. Lui, il a rapidement vu que ça n'allait pas. Alors, il a appelé le 911 et ils lui ont dit de se rendre tout de suite à l'hôpital. Puis, rapidement à l'hôpital, ils m'ont dit que je venais de faire un AVC. Moi, à ce moment-là, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et je me suis dit, bon, OK, c'est ça, ça doit pas être si grave que ça. Puis je m'inquiétais beaucoup plus pour mon bébé, qui était à 20 semaines de grossesse, si lui, il avait subi quelque chose. Les médecins là-bas m'ont rapidement rassuré que le bébé avait pas rien eu. Et ils m'ont transférée dans un autre hôpital plus spécialisé, étant donné que j'étais enceinte. Et à cet hôpital-là, j'ai resté là un certain temps. Ils m'ont passé d'autres tests et ils m'ont donné une médication pour éclaircir mon sang jusqu'à la fin de ma grossesse. Durant tout ce temps-là, j'ai été arrêtée de travailler. Moi, j'étais enseignante en adaptation scolaire à ce moment-là. Donc, j'étais en arrêt chez moi. La vie était facile dans le sens où, je faisais mes petites choses. C'était mon premier enfant que j'attendais, donc j'avais juste moi et mon conjoint à m'occuper avec la maison, là. Et ça a été bien comme ça. J'ai rencontré durant ce temps-là un médecin au niveau de la réadaptation, voir qu'est-ce qui était que j'avais perdu au niveau cognitif. Il n'y avait rien de flagrant qui ressortait à ce moment-là. Donc, moi, tout était beau. Je faisais mes choses chez moi. Et rendu à l'accouchement, tout s'est bien passé. J'ai eu mon garçon. Maintenant, il est rendu à 17 ans. Tout va bien. Et, mais là, c'est par après que ça s'est compliqué pour moi. Du moment où j'ai accouché, là, évidemment, j'avais un jeune bébé. Et je me disais, bon, OK, je suis fatiguée. Ça doit être normal. J'ai un jeune bébé à la maison. Et le temps a passé. Mon bébé a eu des grosses coliques. Donc, ça a été, c'était prenant, mais dans ma tête à moi, c'était normal. On dort pas beaucoup. Donc, tout ça, au niveau de la fatigue, pour moi, je mettais ça sur le dos de j'ai un jeune bébé, puis ça doit être normal. Donc, j'ai repris le travail environ 9 mois après mon accouchement, pardon. Et là, je retournais dans ma classe en adaptation scolaire. Et j'ai travaillé 7 semaines. J'ai recommencé au mois de janvier. J'ai été 7 semaines au travail avec un groupe d'élèves en secondaire 2 qui ont des difficultés d'apprentissage. Et au bout de 7 semaines, j'ai été voir mon médecin et je n'étais plus capable d'aller travailler. J'étais fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que ça ne se pouvait pas. Mais là, mon médecin, la neurologue à ce moment-là, m'a mis en arrêt de travail. Pendant ce temps-là, j'ai eu à passer une évaluation je ne me souviens plus du titre exact, là, et j'ai reçu ce rapport d'évaluation-là chez moi durant l'été. Et c'était inscrit Madame devra envisager une réorientation de carrière. Puis là, moi, dans ma tête, ça faisait non, il n'est pas question que je change de travail. J'ai étudié pour devenir enseignante, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait des démarches auprès de ma commission scolaire. Ensuite aussi, il y a eu mon syndicat, mais je suis allée en centre de réadaptation. C'est moi qui ai fait l'appel au centre pour leur dire
est-ce que vous pouvez m'aider? Et ce centre-là m'ont intégré dans un programme pour les gens qui avaient fait des AVC. Et j'ai été dans ce programme-là environ 1 an et demi, 2 ans. J'allais là le matin, puis je faisais des activités, je participais à différentes choses. Et c'est dans ce programme-là que j'ai compris quelles étaient mes séquelles à moi. Tu sais. Moi, je ne voyais pas mes séquelles, à part que oui, j'étais fatiguée, mais que ça devait être normal parce que j'avais un jeune enfant. Et là, j'ai compris les séquelles. Moi, quand j'ai fait l'AVC, je n'ai pas gardé de séquelles physiques apparentes. Mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui était là et qui ne pouvait pas se refaire. Mais moi, je ne l'avais comme pas bien compris. Mais avec ce centre-là, en réadaptation, j'ai compris, j'ai comme décidé de vivre avec les séquelles que j'avais et trouver des moyens pour compenser ces difficultés-là, pour bien vivre, avoir une vie qui a du bon sens et une vie de famille, une vie de couple aussi, parce que c'est pas facile au niveau du couple. Donc, c'est ça. Là, j'ai appris à vivre avec l'AVC. Maintenant, mes séquelles sont, c'est beaucoup de la fatigue, ma mémoire, mais la mémoire, tu sais, ça peut se trouver des stratégies compensatoires pour s'aider. Là. Tu sais, il y en existe plusieurs. Je suis rendue très bonne dans les stratégies compensatoires. Et donc, je suis chanceuse aussi parce que j'ai pu retourner au travail. À ma commission scolaire, il y a eu une entente. Maintenant, je travaille 2 jours par semaine. C'est des jours séparés. Donc, je ne peux plus travailler à temps plein. La raison principale, c'est la fatigue. Puis, de gérer plein de choses en même temps, c'est difficile pour moi. Je réussis à le faire, mais ça me demande beaucoup d'énergie cognitive. Et j'ai pu bifurquer, au lieu d'être enseignante avec un groupe d'élèves où il y a plusieurs choses à gérer en même temps. Maintenant, je suis orthopédagogue avec 1 ou 2 ou 3 élèves à la fois. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et ça fait maintenant environ 13 ans que je suis à 2 jours par semaine. Et je m'aperçois que je réussis à garder un équilibre. C'est pas simple de toujours contrôler son énergie. Moi, à chaque jour, là, moi, j'ai une banque d'énergie pour 24 heures. Et si j'en fais beaucoup dans la journée, ben le soir, je suis vraiment plus tranquille. Donc, c'est d'apprendre à vivre avec ces difficultés-là, ces séquelles-là qui restent. Je suis chanceuse malgré tout. Là. J'ai réussi à avoir un travail, je suis entourée de ma famille, j'ai un enfant. Je n'ai pas pu avoir d'autres enfants parce qu'on me disait que c'était plus à risque, étant donné qu'il y avait le lien avec la grossesse, les hormones et tout ça. Mais j'en ai eu un et puis je suis bien heureuse de ça. Voilà, j'ai pas mal expliqué mon histoire. Merci. Merci, Madame Cinq-Mars. Alors, je vous rappelle les messages clés du bulletin AVC. Alors, l'AVC tue 1/3 plus de femmes que d'hommes. Les séquelles chez la femme sont plus importantes. Puis les femmes sont 60% moins susceptibles de retrouver leur autonomie après un AVC. On a parlé des différentes périodes de la vie où le risque d'AVC est élevé. Alors, on a parlé de pendant la grossesse, les femmes âgées, lors de la ménopause et que la fibrillation auriculaire augmentait les séquelles de l'AVC. L'AVC bouleverse la vie des femmes ainsi que leur rôle. Alors, les femmes ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. Les femmes sont moins susceptibles de retourner à la maison et on remarque que 2 fois plus de femmes se retrouvent dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, plus que les hommes. Et le risque d'un mariage prenne fin est plus élevé lorsque la femme fait un AVC que quand l'homme fait un AVC. Alors, le message, les systèmes de santé, ce qu'ils peuvent faire pour aider lors de l'AVC chez les femmes,
c'est de continuer à mettre en œuvre les recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de santé, de soins de l'AVC. Alors, c'est des recommandations qui sont révisées à tous les 2 ans et qui sont les soins optimaux pour soins de l'AVC qui peuvent être adaptés à tous les hôpitaux. Évaluer la qualité des soins en fonction du genre et du sexe et faire en sorte que la mise en œuvre et l'évaluation portent sur l'ensemble des soins de l'AVC, c'est-à-dire pour tout le continuum de l'AVC, qu'on parle de la prévention, préhospitalier, hospitalier, réadaptation et réintégration dans la communauté. Développer des infrastructures et la technologie. Il faut que les soins de l'AVC soient pour tout le monde au Québec, même dans les régions rurales. La télé-AVC au niveau du diagnostic, au niveau du traitement et même de la réadaptation. Que les gens qui sont dans des régions éloignées peuvent en bénéficier autant que ceux qui sont dans les régions où il y a plus d'hôpitaux. Accroître les services de réadaptation et de rétablissement dans le milieu hospitalier et aussi encourager un dialogue avec les femmes, c'est-à-dire de les sensibiliser à leurs facteurs de risque et aussi aux signes de l'AVC et d'augmenter leur connaissance et soutenir les survivants, les partenaires, les aidants et les familles au-delà du rétablissement, c'est-à-dire quand ils sont de retour dans la communauté. Reconnaître l'importance des pratiques médicales traditionnelles des Autochtones dans la prestation de services. Alors, j'invite les gens à poser des questions. Oui, parfait. Alors, merci beaucoup, Francine. J'aimerais remercier aussi nos 2 autres conférencières qui ont collaboré au webinaire de Cœur et AVC sur les faits saillants du bulletin sur l'AVC de 2018. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions où je vous invite à nous les envoyer directement par l'entremise de la plateforme en ligne dans la section clavardage en nous indiquant également à quel conférencier elle est destinée. Donc, on peut déjà commencer par une première question. Alors, à ce moment-là, j'invite autant Francine que Annie ou que Dr Joya à y répondre. Donc, la première question est pourquoi la prééclampsie et l'hypertension gestationnelle entraînent un risque accru d'AVC après la grossesse? Je pourrais répondre à la question. En fait, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la prééclampsie sont en lien. En fait, c'est une condition qu'on ne comprend pas complètement, mais on sait que la prééclampsie peut être en lien avec des désordres métaboliques, des plaquettes. Puis c'est sûr que si on a une atteinte des plaquettes, c'est sûr que ça peut exposer la personne à un risque d'hémorragie. C'est sûr que la prééclampsie est aussi associé avec une hypertension artérielle. Puis, ceci, encore une fois, peut être associé avec des risques surtout hémorragiques. Donc, les personnes atteintes d'un prééclampsie sont à plus haut risque de faire des AVC plutôt hémorragiques dans ce contexte. Merci. Donc, on a une autre question également. Donc, pourquoi qu'à un âge plus avancé, les femmes sont plus à risque d'hypertension artérielle? Oui, en fait, autant les femmes que les hommes sont à risque d'hypertension artérielle. En fait, avec l'âge, il y a en fait les artères deviennent un peu plus rigides à cause de la présence d'athérosclérose. Et donc, ceci peut enregistrer un peu de la paroi artérielle, puis ça peut augmenter le risque d'hypertension, surtout un risque d'hypertension systolique. Parfait. La prochaine question, pardon. Donc, comment les femmes qui prennent un contraceptif peuvent réduire leur risque de faire un AVC? Bon, c'est sûr que c'est une question à voir avec le médecin de famille. C'est sûr que il y a des différentes sortes de contraception hormonaux. Puis c'est sûr lorsqu'une personne est à risque de faire un AVC, on recommande de prendre une contraception avec le plus faible dosage d'estrogène possible. C'est sûr que si la personne a d'autres facteurs de risque d'AVC, à ce moment-là, on privilège d'autres méthodes de contraception plus intra-utérines. Comme ça, il y aura moins d'absorption systémique des estrogènes. Ou parfois, on peut recommander aussi une contraception avec la progestérone seule.
Puis c'est sûr de minimiser aussi les autres facteurs de risque d'AVC, notamment le tabac. C'est sûr, il y a des études qui démontrent qu'il y a une synergie entre la prise de contraception orale et tabagisme, surtout chez des femmes qui ont la migraine. Mais tous ces considérations, c'est bien à discuter avec votre médecin de famille. Merci. On y va pour la prochaine question ici. Donc, on dit que les femmes plus âgées sont plus à risque de faire un AVC, mais qu'en est-il à comparer aux hommes qui sont également plus âgés? Est-ce un risque comparable? Oui, comme nous avons mentionné, c'est sûr que la fibrillation oculaire atteint 25% de la population des personnes au-delà de 80 ans, mais c'est sûr, c'est en nombre absolu. Il y a plus de femmes qui sont atteintes de la fibrillation oculaire juste à cause de l'espérance de vie qui est plus longue. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui ont la fibrillation oculaire à cause de leur espérance de vie plus longue. Avec l'âge avancé, même au-delà de 85 ans et 90 ans, le risque des FA augmente davantage. Ensuite, la prochaine question, on nous demande si lors de notre suivi ou d'une évaluation avec notre médecin, si on a fait de la prééclampsie durant notre grossesse, est-ce qu'il devrait y avoir des demandes d'examen en particulier qu'on devrait lui demander? Si je comprends bien la question, c'est en lien avec une prééclampsie ancienne? Oui, exactement. Donc, si durant notre grossesse antérieure, on a fait de la prééclampsie, est-ce que par la suite, dans notre vie, on devrait demander des examens, une évaluation de suivi particulière à notre situation pour réduire nos risques d'AVC? C'est sûr que sur discussion, je ne suis pas médecin gynéco-obstétrique, mais la prééclampsie, c'est quand même une condition qui est liée uniquement à la grossesse. Donc, c'est sûr que post-accouchement, puis après la phase de postpartum, si on est vraiment à distance de cette prééclampsie, il ne devrait pas avoir de risque trop accru de l'AVC associé. Puis, à mon avis, il n'y a pas vraiment de test supplémentaire qui est nécessaire, mais sous réserve que ça dépasse mes expertises. Donc, par la suite, ici, la question, est-ce qu'il y aurait une différence de la manière dont réagissent les femmes et les hommes à l'exercice après l'AVC? Il n'y a pas vraiment de recommandations. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de recherches à ce sujet non plus. Cependant, oui, on est tout à fait d'accord de faire l'exercice. En fait, c'est une méthode de prévention contre les AVC. Post-AVC, bon, c'est sûr que ça dépend des limitations fonctionnelles de la personne. Donc, il faut toujours tenir compte de nos handicaps en faisant de l'exercice pour pas trop pousser nos limites puis nous mettre à risque de chute, etc. Mais en fait, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. C'est sûr que dans les cas isolés, dépendamment de la cause d'AVC, il peut y avoir plus de subtilité, mais en général, non. La prochaine question, est-ce qu'il y aurait une différence liée à l'AVC, donc durant les différentes étapes, en pré, en post, durant la phase aiguë, au niveau des différences ethniques? Pardon, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'il y aurait des différences ethniques liées à l'AVC, donc que ce soit des facteurs de risque, que ce soit en phase aiguë, en réadaptation? Mais en fait, en tant que tel, effectivement, c'est une bonne question. Oui, il y a des différences ethniques, surtout au niveau du risque d'AVC. On sait que des personnes de groupe ethnique de race noire, sud-asiatiques aussi et autochtones, sont plus à risque de faire des AVC à cause des idéologies différentes. Donc, c'est sûr que ça peut avoir des différences par rapport au traitement et prévention d'AVC, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de données ou de recherches concernant la réadaptation et post-AVC pour le moment. Mais c'est sûr que c'est un domaine qui nécessite beaucoup plus de recherche. On va y aller avec la dernière question. Est-ce que le genre du clinicien, donc du professionnel de la santé, affecte la façon dont l'AVC est pris en charge ou les soins reliés à l'AVC? Donc, vraiment, le professionnel de la santé en tant que tel, son sexe ou genre.
C'est une bonne question. C'est une question qui est intéressante. Non, je pense pas qu'on a des données par rapport à les soins, puis le genre de médecin, le genre de patient, patiente non plus. Mais je pense, j'ai pas vraiment de réponse. Comment je peux dire, basée sur la science pour ceci, mais effectivement, c'est quelque chose à considérer dans des études futures. Merci beaucoup, Dr. Joya, et merci également à nos deux autres conférenciers d'avoir participé à ce webinaire sur les faits saillants du bulletin sur l'AVC de 2018. Donc, pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, nous allons les noter et les faire parvenir ensuite aux conférenciers. Et ensuite, dans le courriel qui vous sera envoyé dans les prochains jours, vous allez pouvoir obtenir les réponses à ces dernières, ainsi que le certificat de participation, le lien vers le bulletin sur l'AVC de 2018 également. À noter toutefois que, comme pour tous les webinaires de cette série, les diapositives des conférenciers ne seront pas partagées. Toutefois, vous recevrez également un lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube. Donc, au nom de Cœur et AVC, je vous remercie de votre présence et passez tous un bel été.